Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Cette semaine, c'est moi Baudouin qui vous accompagnerai et j'avais envie de vous parler d'une céréale qui est moins connue que l'orge, que le blé ou que le maïs pour la distillation, mais qui vole des tours, c'est le seigle. Alors tout d'abord, le seigle est une céréale rustique, adaptée aux terres froides et pauvres. La culture est majoritairement concentrée dans l'est de l'Europe, et il se traduit en anglais par rye, R-Y-E, on parle donc de rye whisky, ou même tout simplement de rye, pour désigner les whiskies de seigle. Il faut savoir que les whiskies de seigle sont vraiment à part des autres whiskies et vont exprimer de fortes flaveurs d'épices, de poivre et des notes terreuses bien caractéristiques. Depuis quelques années, ils reviennent à la mode, notamment grâce aux hipsters qui en raffolaient. Les whiskies de seigle sont essentiellement consommés en cocktail. Les plus connus sont l'Old Fashioned, bien sûr, dans lequel on trouve du rye, donc du sucre, de l'angostura bitter et l'iconique zeste de citron. Nous avons aussi le Sazerac, qui tient son nom d'une distillerie qui fait des whiskies de seigle et qui se prépare dans un verre rincé avec de l'absinthe dans lequel on mélange du cocktail bitter et du rye. Il y a aussi le Manhattan, composé toujours de rye whisky avec du cocktail bitter et cette fois-ci du martini. La définition du whisky de seigle change selon son origine, et je vous propose donc de faire un rapide tour du monde en commençant par les États-Unis, là où il est né. Aux US, on l'appelle le rye whiskey, K-E-Y. Il est né principalement dans le Maryland et la Pennsylvanie. Ces régions sont en effet plus froides que le Kentucky par exemple, dans lequel florissait la culture du maïs et donc la production de bourbon. On peut penser aussi que les colons hollandais et allemands qui habitaient le Maryland et la Pennsylvanie étaient plus familiers avec la culture du seigle qu'ils pratiquaient déjà dans leur pays d'origine. À la fin du XVIIIe, le rye était reconnu, se vendait bien, et le président George Washington commença même à fabriquer le sien en 1797 à Mount Vernon, en Virginie. Cette distillerie fonctionne toujours d'ailleurs. Malheureusement, le rye n'a pas survécu à la prohibition pendant laquelle les Américains se procuraient en douce des alcools plus légers. En revanche, sa renaissance qu'on observe un peu partout depuis 15 ans touche aussi les États-Unis. Mais alors, qu'est-ce qu'un rye whisky? Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir ce nom? Tout d'abord, le mash bill, c'est-à-dire le mélange des céréales utilisées pour sa fabrication, doit être composé au moins à 51% de seigle. Il doit être distillé à au moins 80% de volume d'alcool et est vieilli à un taux d'alcool maximal très précis de 62,5% en fût de chêne neuf noirci à la fumée. Enfin, il doit être embouteillé à au moins 40% de degré d'alcool. Il n'y a pas de délai de maturation exigé pour être vendu aux US, mais en revanche, pour être vendu autre part, il doit vieillir au moins 3 ans. Les rye whisky les plus connus sont Jim Beam, Sazerac donc, Mitchers, Evenhill et Rittenhouse. En 1993, l'Anchor Brewing Company, à San Francisco en Californie, a commencé à produire le Old Potrero Single Malt Whisky, qui est fait uniquement à partir de seigle maltais. Partons maintenant au Canada, où il est nommé le Rye Whisky, KY cette fois-ci. Pour en faire rapidement l'histoire, il faut remonter au XVIIIe, où on distillait surtout de la mélasse, qui est un sous-produit de la fabrication du sucre, pour en faire du rhum. Plus les colons s'enfonçaient à l'ouest, plus il leur était difficile de se procurer cette mélasse qui venait des Caraïbes. Ils ont donc commencé à fabriquer du whisky, tout d'abord à partir de blé, puis ensuite à partir de seigle, grâce à certains consommateurs qui réclamaient des alcools plus corsés que ceux légers et sucrés qui étaient faits à partir de blé. Puisqu'historiquement, les distilleries canadiennes utilisaient principalement du seigle, on parle parfois de rye pour parler de whisky canadien, quelle que soit sa composition. Il doit être distillé à partir de céréales, être vieilli pendant au moins 3 ans, dans de petits fûts de bois, mais son mash bill n'est pas obligatoirement composé à majorité de seigle. La teneur en seigle peut être très variée et parfois être nulle, ce qui n'a absolument aucun sens car on parle bien toujours de rye whisky. Certaines distilleries, à l'inverse, ont décidé de la jouer 100% seigle, comme la Hiram Walker & Sons, qui a sorti une bouteille Lot 40, élaborée à 100% avec du seigle local et maturée en fût neuf de chêne blanc américain. Continuons maintenant en Europe,
où, ici encore, le seigle se fait une place de plus en plus importante dans les whiskies. Il faut savoir que ce n'est pas toujours évident car c'est une céréale difficile à transformer et qui peut très vite se transformer en une bouillie inutilisable. Certaines distilleries ont quand même décidé de tenter l'aventure comme Spreewood en Allemagne ou la English Whisky Company dans le Norfolk. Il existe aussi des rails français comme le Roof Rye qui a été créé par la maison Ferroni en collaboration avec la distillerie bretonne Waranghem ou encore le domaine des Hautes-Glaces, une ferme distillerie fondée en 2008 dans les Alpes françaises qui produit aussi son rail. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur le rail, mais je vous laisse avec 3 fun facts sur ce whisky si particulier. Tout d'abord, le rail était le whisky préféré d'Al Capone pendant la Prohibition. Sinon, en 2017, le George Washington Rye Whisky est devenu l'une des 2 boissons officielles de l'État de Virginie, l'autre étant le lait. Bon, apparemment il n'y a pas d'entre-deux en Virginie, on passe directement du lait au whisky, et surtout je vous avoue que je ne savais pas qu'il existait des boissons officielles pour des États. Mais bref. Enfin, la série phénomène Mad Men a également contribué à mettre en lumière le rye whisky, car c'est la boisson préférée de Don Draper, son personnage principal. Et voilà, cette fois-ci je vous laisse vraiment, je compte sur vous pour continuer à nous suivre sur les réseaux, pour continuer à parler d'inscotchable autour de vous, et je vous laisse avec Pauline dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, à très vite.